Madame, Monsieur, Yorana et bienvenue dans votre journal sur TNTV. Très heureuse de vous retrouver en ce vendredi 5 décembre au sommaire de ce soir. Une proposition de résolution visant à affirmer la souveraineté permanente du pays sur sa zone économique exclusive et sur ses richesses naturelles. Aujourd'hui, le texte a été adopté en commission des institutions. À Reatea, la Healthy Class poursuit son travail auprès des élèves de seconde. Même programme, même objectif, mieux manger, bouger davantage et renforcer la confiance en soi. Côté sport, le tirage au sort de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 est tombé. Annoncé en direct depuis Washington, il livre les premiers contours de la compétition. Analyse et décryptage avec Olivier Huc. La Polynésie doit disposer de ses propres ressources naturelles. C'est l'objet de la résolution déposée mercredi à l'Assemblée par Oscar Temaru. Une proposition pour entériner la souveraineté permanente du pays sur l'ensemble de la zone économique exclusive et ses richesses. Le texte étudié en commission des institutions ce matin a été adopté. Mais quelle est la portée réelle de ce texte? Laure Philibert et Matai Horei. Les débats ont duré toute la matinée. La Commission des institutions et des affaires internationales étudiait ce matin deux textes. Une résolution sur l'opposition du pays à une reprise des essais nucléaires et au soutien à une action pour la paix. Résolution portée par Édouard Fritsch et Pascal Haïti. La seconde résolution à l'initiative du président du Tavini Wiratira prône la proclamation de la souveraineté permanente, inaliénable et imprescriptible du territoire sur ses ressources naturelles. Rien n'est symbolique. Quand on parle de souveraineté sur des richesses, il y a ce que nous, on dit, on est souverain, ça nous appartient nous, mais il y a également ce que disent les États souverains du monde. Est-ce que c'est vrai que c'est à vous ou c'est pas à vous? En l'absence de la quasi-totalité de l'opposition, le texte a fait l'unanimité. Unanimement, on a accepté de reconnaître la souveraineté du peuple de Polynésie sur ses richesses naturelles. Le plus important, c'est quoi? C'est le coût de la vie, le travail, l'emploi et avoir un toit au-dessus de sa tête. Ça doit nous rassembler, on doit en débattre. Cette résolution, je pense qu'elle est malvenue pour l'instant. Ce n'est pas une priorité. Attentive à cadrer au préalable l'éventuelle exploitation des fonds marins, Hinamoeura Morgan-Cross a vu son amendement rejeté. Je compte bien en séance remettre encore mon amendement et demander à ce qu'il y ait cette garantie que quand bien même le Tavini Wiratira est aux affaires du pays, ils ne vont pas se permettre de faire des choses comme nous conduire à l'indépendance sans demander l'avis du peuple. Si exploitation il a, on doit consulter la population, on doit ouvrir un débat, ça doit faire l'objet d'un vote à l'Assemblée. Elle aurait voulu faire un référendum ou une consultation. Bon. Mais à ce train-là, on lui aurait demandé de prendre son amendement pour faire une consultation aussi, si le peuple est d'accord qu'elle dépose un amendement. La communauté internationale attend que le peuple pour qui elle s'est prononcée se prononce. Et là, à travers ces législateurs, le peuple s'est prononcé dans le cadre d'une résolution. Cette résolution figure à l'ordre du jour de la 7e séance de la session budgétaire qui s'ouvre lundi. Du côté de Motuuta, le site de gaz de Tahiti est resté sous surveillance. Après l'incident survenu hier matin lors de travaux sur une cuve, la deuxième partie du talus de sable pour la végétalisation de la structure s'est à son tour décrochée la nuit passée. Les contrôles effectués n'ont révélé aucune fuite de gaz. Le plan d'opération interne a été levé à la mi-journée. Explication de Thomas Chabrol. L'activité reprend son cours du côté de gaz de Tahiti. Sur le terrain, les équipes poursuivent la mise en sécurité du chantier. La nuit dernière, la deuxième partie du talus de sable s'est à son tour détachée. Les canalisations près de la sphère aérienne non couvertes par de la végétalisation sont recouvertes de sable à leur tour. Les équipes doivent notamment stabiliser les structures et déblayer près de 1500 mètres cubes de sable pour pouvoir mener des inspections complètes. Les équipes techniques et des sapeurs-pompiers sont restés mobilisés toute la nuit dernière pour garantir la sécurité de la zone. Selon Gaz de Tahiti, toutes les canalisations purgées hier sont totalement sécurisées. Les contrôles menés sur les zones sensibles n'ont révélé aucune fuite de gaz. Les pompiers ont également effectué des vérifications sur la route de la digue Est. Aucune présence de gaz détectée. La circulation est donc de nouveau autorisée sur zone. Les 3 ouvriers blessés ont pu quitter l'hôpital hier. L'entreprise a levé son plan d'opération interne en début d'après-midi.
Et toujours à Motouta, un autre dispositif était déployé ce matin. Policiers et douaniers ont installé un important point de contrôle pour traquer les substances illicites, une opération qui en annonce beaucoup d'autres. Lors de ce contrôle, un individu a été interpellé après avoir refusé d'obtempérer. Selon la police, il pourrait s'être débarrassé de produits stupéfiants tout en tentant de s'échapper au premier point de contrôle. Le major Didier, responsable du dispositif, répond aux questions de Naya Bennett et Thomas Chabrol. Mais on ne sait pas s'il a pu se débarrasser derrière, parce qu'il a tracé derrière. On ne sait pas s'il s'est débarrassé un peu du produit. On a fait des recherches avec le chien, mais ça n'a rien donné. Bon, on a retenu quand même le refus d'obtempérer. Il venait du pont, là, il a refusé le premier contrôle qui était se trouvait au niveau du pont. Donc le deuxième contrôle, donc il est arrivé à fond, bon, il n'a pas voulu le faire tomber. Donc il a poursuivi sa route là-bas et il a abandonné son scooter derrière. En bref, suite à l'altercation survenue mercredi aux alentours de 14h30 à proximité du rond-point de Punavei, au cours de laquelle un homme est décédé d'un coup de fourche, une enquête avait été ouverte pour meurtre. Dans un communiqué, la procureure de la République précise qu'une information judiciaire du chef d'assassinat, homicide volontaire avec préméditation, a finalement été ouverte. Le mis en cause est en détention provisoire. Comment les lycéens préparent-ils leur orientation ? Mercredi matin au lycée Samuel Rapoto, les élèves ont rencontré celles et ceux qui façonnent le monde professionnel. Médecins, ingénieurs, pilotes, plus d'une trentaine de métiers présentés pour éclairer leur choix post-bac. L'objectif, inspirer, guider, ouvrir des horizons à un moment clé de leur parcours. C'est un reportage signé Hotuari Colombani. Trouver sa voie après le bac, ce n'est jamais simple. Mais mercredi, les élèves du lycée Samuel Rapoto ont pu s'en approcher. Le Forum des métiers a réuni des professionnels venus partager leurs passions et guider les jeunes vers leur avenir. Dans le cadre de l'orientation, c'est vraiment permettre à ce que les élèves puissent trouver en un seul endroit donc différentes branches d'activité et on va dire presque tous les établissements scolaires qui proposent des filières post-bac. Avocats, gendarmes ou ingénieurs, plusieurs métiers ont été présentés. Parmi eux, le stand des pilotes d'avion a rapidement suscité l'intérêt des élèves. J'ai été un élève un jour à l'école et je ne savais pas exactement comment y arriver, comment se former pilote. J'aurais aimé que des gens m'expliquent le parcours pour y arriver. Et donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui on est venu pour un peu guider les élèves et leur donner tous nos conseils pour réaliser le métier de leur rêve. Beaucoup d'élèves se disent motivés et rassurés. Ce forum leur a permis d'explorer plusieurs pistes et de découvrir des métiers qu'ils ne connaissaient pas. Moi, c'était la médecine, mais j'avoue que l'aviation, là, ça m'a beaucoup intéressée. C'était très intéressant et surtout très bien animé. Du coup, ça a donné envie d'écouter et de poser plein de questions. Alors oui, on a beaucoup de métiers qui sont présents. On a aussi des bourses qui sont là, qui peuvent nous aider à nous guider dans ce qu'on veut faire plus tard. Et voilà. Avec ce forum des métiers, le lycée Samuel Rapoto confirme son engagement pour guider les élèves. Une journée utile et inspirante pour les aider à trouver leur voie. Et parce que la réussite passe aussi par le bien-être, direction Reatea où une autre manière d'accompagner les élèves s'est installée au cœur de l'école. Depuis 4 ans, la Healthy Class transforme le quotidien des secondes, activités physiques, alimentation équilibrée, mais aussi confiance en soi et réussite scolaire. Une initiative qui séduit autant qu'elle inspire. Jessica Doucet est allée sur place. Au programme, 20 à 30 heures d'activités réparties sur l'année scolaire et qui sortent du cadre habituel. En sciences physiques, on troque parfois les formules pour les fourneaux. Les élèves préparent des repas équilibrés, découvrent les bases du diabète et apprennent surtout à faire des bons choix au quotidien. Donc le projet Healthy Class, c'est un projet qui vise à donner les clés d'une bonne santé aux élèves. Ce n'est pas seulement au niveau de la nourriture, au niveau de l'exercice, mais également au niveau de la santé émotionnelle, mentale, tout ce qui touche à la santé de l'élève. L'objectif final en fait, de ce projet, c'est vraiment de faire en sorte que nos élèves aient ces clés et puissent les mettre en pratique pour ensuite apprendre dans les meilleures conditions. La Healthy Class, c'est aussi dehors que ça se passe. Visite de plantation de légumes bio, rencontre avec des pros de la santé, un vrai parcours bien-être grandeur nature. Est-ce que ce sont des choses que vous faisiez avant? Certains points, oui. Après, il y en a d'autres où on a dû changer quelques habitudes. Qu'est-ce
Qu'est-ce que cela va vous apporter au quotidien et surtout à l'école? Je pense qu'à l'école, on va plus se concentrer, peut-être moins stressé, etc. Et on va plus apprendre en cours. Et pour aller encore plus loin, place au témoignage. Aujourd'hui, Cédric Van, entrepreneur et athlète, partage son vécu et son regard sur le bien-être. Il faut vivre presque comme nos tupuna en fait, nos ancêtres. S'adapter à la nature, ouais. Parce que c'est comme ça qu'on est câblé, notre physiologie est rythmée dessus au niveau des rythmes circadiens. Tout ce qui est bien-être, prise de poids, obésité, tout ça, ce sont des conséquences du mode de vie. Donc, c'est sûr, c'est pas facile parce qu'il s'agit de remettre fondamentalement, radicalement notre mode de vie, des petits gestes quotidiens qui paraissent anodins. Et c'est comme ça qu'on revient à une santé pérenne et pas juste temporaire de 2-3 mois ou une perte de poids de 2-3 mois. Non. À Eyatea, la Healthy Class fait bouger les lignes et les élèves adorent. Une initiative qui prouve que bien-être et réussite vont décidément très bien ensemble. On parle football à présent, le tirage au sort de la Coupe du Monde FIFA 2026 qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet prochain s'est déroulé ce matin en direct depuis Washington. Nous recevons Olivier Huc pour analyser ce tirage, en savoir un peu plus. Olivier, bonsoir. Bonsoir Mika, en effet le tirage a eu lieu ce matin avec toutes les stars qu'on retrouvera à la Coupe du Monde, Mbappé, Messi, Modric et puis toutes les stars du football mondial. Alors l'information importante c'est de savoir qu'on passe de 32 équipes pour cette Coupe du Monde à 48 équipes. On connaît l'essentiel, on connaissait l'essentiel des pays qualifiés. Attention, il reste encore 6 équipes qui ont des barrages qui peuvent encore se qualifier. Et justement, dans ces équipes qui peuvent se qualifier, on a la Nouvelle-Calédonie, nos cousins de Nouvelle-Calédonie qui peuvent encore aller chercher une qualification pour la Coupe du Monde. Pour ça, ils devront affronter la Jamaïque. Ça se passera le 26 mars et en cas de victoire, le 26 mars prochain, pardon, et en cas de victoire, ils auront la République démocratique du Congo. Une petite chance en tout cas pour nos Calédoniens de rejoindre les 48 équipes de la Coupe du Monde. Et qu'en est-il de l'équipe de France dans tout ça? Alors l'équipe de France, le tirage a eu lieu ce matin. On a 12 groupes de 4 équipes. L'équipe de France se retrouve ici dans le groupe I. Leur premier match, ça sera contre l'équipe du Sénégal. Un gros match et un groupe assez costaud quand même, puisqu'on aura également un play-off, c'est-à-dire qu'il y a 3 équipes qui vont s'affronter pour ces play-offs. Il y aura l'Irak, la Bolivie et le Suriname. Et enfin, on aura la Norvège avec un joueur que tu connais très bien, Erling Haaland, le cyborg norvégien. Donc voilà pour le groupe I, l'équipe de France. J'attire ton attention également sur des matchs intéressants, notamment avec le Brésil-Maroc. Maroc qui était demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, battu par l'équipe de France 2-0 en demi-finale. Et puis on aura un très joli Angleterre-Croatie également à suivre. En tout cas, il y a plein de beaux matchs. Et où vont se dérouler tous ces matchs? Alors, les matchs de cette Coupe du Monde, vont se dérouler dans au total 16 villes. Mais 3 pays. On aura le Canada avec 2 villes, Toronto et Vancouver, comme on dit là-bas. On aura 11 villes américaines qui sont en bleu. On connaît bien sûr Seattle, San Francisco, Los Angeles, on passe par Tahiti directement. Et puis des villes mexicaines comme Mexico City, Monterrey et Guadalajara. Enfin, pour terminer, un mot important, le ballon de la Coupe du Monde s'appelle le Trionda. Pourquoi Trionda? Parce qu'il a 3 facettes. Il a une facette en rouge avec la feuille d'érable qui représente le Canada, l'aigle ici en vert, l'œil de l'aigle pour le Mexique et enfin les étoiles pour les États-Unis. Voilà tout ce qu'on peut dire sur ce tirage de la Coupe du Monde. Tu as un favori, toi, qui est une spécialiste du football? Arrête Olivier, ça serait Mbappé, mais je connais que lui. Bon, écoute, en tout cas, on suivra ça avec beaucoup d'attention. Voilà, Mika. Merci beaucoup, Olivier Huc. Et toutes les précisions que vous pouvez également retrouver sur tentvnews.pf. Les marchés de Noël s'installent et avec eux l'esprit des fêtes aussi. Au Parc Expo de Mamao, le 18e salon de Noël Tenoera Terimai a ouvert ses portes aujourd'hui. Jusqu'au 24 décembre, une quarantaine d'artisans du Fénois présentent des pièces entièrement réalisées à la main. Paniers tressés, chapeaux, colliers de coquillages, objets en nacre mais aussi tifei-fei et accessoires décoratifs. Un rendez-vous idéal pour préparer les fêtes, soutenir l'artisanat local et dénicher des cadeaux uniques. Une œuvre qui attire tous les regards à l'Université de la Polynésie française. La sculpture de Teva Victor trône désormais au cœur du campus de Punaouia. L'œuvre nommée Face à Face a été dévoilée lors de l'inauguration de l'extension de la bibliothèque le 27 novembre dernier. L'artiste y célèbre le lien entre les étudiants en quête de savoir leurs racines et leur culture. Un espace ouvert non seulement à la communauté universitaire mais à toute l'île de Tahiti également.
C'est la fin de ce journal, merci de votre fidélité. Dans un instant, retrouvez votre magazine Ta'atatumu, suivi de votre émission Débrief et un peu plus tard la Star Academy. Demain matin à 10h10, soutenez notre Miss Haiti Hinopoko Devez à l'élection de Miss France 2026 en direct sur TNTV et pour la toute première fois aussi en live streaming sur TNTV+. Je vous souhaite une très belle soirée et vous retrouve demain soir à la même heure. On se quitte sur ces images de Huratapairu avec la troupe Hana et Arae dans la catégorie Mehura.